depuis une dizaine d'années, contrairement à ce qu'on clamait sur tous les toits, c'était pas le Hamas qui était dissuadé, c'était Israël. Et comme disait Simcha Goldin, Israël avait peur du Hamas. Et aujourd'hui, je crois que cet obstacle psychologique, cette peur, a été complètement balayée. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème d'actualité, et c'est l'actualité qui nous oblige, un premier bilan pour Israël à mi-parcours, pourrait-on dire, de la guerre de Gaza. Alors, pour en parler avec nous dans le studio, Pierre Lursa. Pierre, vous êtes juriste, essayiste et auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'islam, sur Israël, la pensée sioniste, l'œuvre de Vladimir Jabotinsky et quelques traductions de textes israéliens classiques comme La maison de mon père, écrit par Golda Meir et qui est paru en 2022 à la bibliothèque sioniste. Alors, la dernière fois que nous sommes rencontrés, un peu plus de 6 mois, à la mi-dernier sur ce plateau, le thème de notre échange portait comme titre « Comment Israël pourrait-il renforcer sa sécurité face à Gaza ?» Alors, plus de 6 mois ont passé après le massacre sans précédent du 7 octobre, suivi par la guerre de riposte de Tsahal portée sur le sol de Gaza. On a affaire à une situation totalement bouleversée, en fait, par ce qui a constitué le massacre le plus massif et le plus sanglant sur le sol israélien en plus, commis depuis la Shoah en une seule journée. Alors, ma question, c'est bien qu'il soit trop tôt sans doute pour tirer un bilan exhaustif de cette offensive d'abord aérienne puis terrestre. Qu'est-ce qui différencie selon vous cette guerre des 4 ou 5 autres opérations qui ont été menées, des opérations de riposte assez limitées qui ont été menées à Gaza en 2008, 2012, 2014, 2016 et 2021? En un mot, qu'est-ce qui a changé pour Israël et pour Tsahal? Je crois que le premier changement, et peut-être le plus important, c'est le changement psychologique. C'est-à-dire que comme me l'avait confié il y a à peu près 1 an Simcha Goldin, le père du soldat Hadar Goldin, qui est malheureusement toujours dans la dépouille et toujours détenu à Gaza, eh bien, depuis une dizaine d'années, finalement, contrairement à ce qu'on clamait sur tous les toits, c'était pas le Hamas qui était dissuadé, c'était Israël. Et comme disait Simcha Goldin, Israël avait peur du Hamas. Et aujourd'hui, je crois que cet obstacle psychologique, cette peur, a été complètement balayée. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le champ de bataille, c'est que Israël n'a plus peur. Israël a repris le dessus du point de vue, au moins du point de vue psychologique, bien sûr aussi du point de vue militaire. Mais je crois que l'élément psychologique est fondamental parce que si on veut restaurer une capacité de dissuasion, eh bien, il faut bien qu'on montre à nos ennemis qu'on n'a plus peur d'eux. Alors, certains analystes ont qualifié cette guerre tout à fait existentielle pour Israël, puisque c'est un état de fait qu'il n'est plus possible pour l'État hébreu de vivre avec une entité terroriste aussi, je dirais, déterminée, aussi destructrice à sa frontière. Donc, certains ont qualifié cette guerre de deuxième guerre d'indépendance. C'est votre avis aussi, ça ? Oui, j'ai aussi utilisé cette expression. Effectivement, cette guerre, elle a quelque chose de tout à fait peut-être nouveau dans l'histoire des guerres d'Israël, c'est qu'elle par certains aspects, elle ressemble à toutes les guerres qu'on a déjà vécues. Elle ressemble à la guerre de Kippour, évidemment, par la surprise initiale et le choc initial, le traumatisme, dont on parlera sans doute encore dans 50 ans, comme on parle de celui de Kippour jusqu'à aujourd'hui. Elle ressemble à la guerre de 6 jours par l'aspect international, par le blocage du commerce international. Il y a une espèce de... Il y a comme un enjeu régional et mondial. Oui, absolument. Ouais. Et là, on est au cœur du thème de votre émission. Elle peut se transformer à tout moment en guerre régionale. Elle est déjà une guerre régionale, mais pourrait devenir aussi une guerre internationale, dès lors qu'il y aura une coalition internationale qui essaiera de régler le problème de la libre circulation maritime. Et puis, elle ressemble encore à d'autres guerres d'Israël. Par certains aspects, elle ressemble à toutes les guerres d'Israël. Et puis, elle ressemble fondamentalement à la guerre d'indépendance parce que, à la fois par l'enjeu existentiel, par le fait que l'ennemi est rentré sur notre territoire et par aussi cette espèce de sentiment que c'est notre existence même qui est en jeu, ce que certains observateurs d'ailleurs n'avaient pas vraiment compris dans les premiers jours de la guerre. On entendait sur Galei Tzahal des observateurs qui ironisaient sur le fait que c'était même pas une armée qui nous avait envahis, mais une espèce de milice hétéroclite. Et je crois qu'il y avait une espèce de confusion. Effectivement,
la force du Hamas, elle est pas tant, elle est aussi militaire, mais elle est surtout, c'est l'élément psychologique dont je parlais précédemment. Et donc, effectivement, il y a ce sentiment partagé par presque tout Israël qu'on est dans une guerre existentielle, que c'est eux ou nous, que finalement, je dirais, l'illusion fondamentale qui a été balayée par ces événements, c'est l'illusion qu'on peut vivre avec des ennemis à nos frontières, qu'on peut exister lorsque, à nos frontières, derrière des barrières plus ou moins intelligentes, dont l'intelligence s'est avérée très limitée, eh bien, il y a des gens qui sont voués à notre destruction, qui proclament Urbi et Orbi, qui veulent nous détruire. Et nous, on s'est bercé de l'illusion terrible qu'on pouvait accepter cette menace et qu'on pouvait vivre avec cette menace et qu'on pouvait finalement composer avec le Hamas. Et cette illusion a été balayée. Et donc, finalement, on a compris que je dirais que l'existence d'Israël nécessitait de balayer cet ennemi. Et ça, c'est peut-être le deuxième changement fondamental, à mon sens, qu'on peut déjà porter au crédit de cette guerre. C'est le fait que le vocabulaire dans le lexique politico-militaire d'Israël, il y a un mot qui avait disparu et qui est revenu aujourd'hui en premier plan, c'est le mot de victoire. Et c'est le mot aussi d'annihiler, d'anéantir l'ennemi, un langage auquel on avait été complètement déshabitué par les opérations dont vous parliez. Alors pour aller un peu plus loin, pour le leadership militaire et politique aussi, quels tabous ont-ils été surmontés par Israël qui s'est lancé dans cette opération, d'abord par voie aérienne, ensuite par voie terrestre, de manière assez massive. J'en veux pour preuve souvenir le fait que au moment du retrait du Gush Katif en 2005, Ariel Sharon avait à nouveau ressorti cette phrase qui nous a longtemps paralysés, Ipuk HaKohar, la retenue c'est la force. Or aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même situation. Oui, c'est étonnant d'ailleurs dans la bouche d'Ariel Sharon quand on connaît son passé militaire. La retenue c'est la force. On avait aussi une déclaration tout aussi sidérante de Shimon Peres qui disait à l'heure des missiles, les territoires n'ont plus d'importance. Alors tout ce genre de slogans complètement stupides en fait, par lesquels on a été bercé pendant des décennies. Les conceptions, c'est-à-dire les fausses conceptions. Les fausses idées, oui. Et finalement, toutes ces fausses idées, elles relèvent d'une même idéologie, c'est l'idéologie post-sioniste. Donc je crois que cette guerre, c'est la guerre qui va fermer la parenthèse post-sioniste dans l'histoire d'Israël, en tout cas dans l'histoire militaire d'Israël. Après, l'histoire politique, c'est encore un autre sujet. Mais dans l'histoire militaire d'Israël, voilà, la parenthèse post-sioniste se ferme. Et le fait le plus marquant à cet égard, un des faits marquants, c'est que effectivement, on a cru pendant longtemps qu'on pouvait régler le problème du Hamas, ou le régler de manière provisoire, évidemment, par des svavim, des espèces de rounds successifs, qui étaient surtout des rounds aériens. On pensait que de loin, on pouvait régler le problème du Hamas sans se salir dans la boue, comme disaient beaucoup de commentateurs israéliens. Il ne faut surtout pas rentrer dans la boue comme on avait parlé à l'époque, de la boue du Sud-Liban et la boue de Gaza. Et aujourd'hui, voilà, on a nos soldats qui ont mis les pieds dans la boue, qui ont mis les mains dans et qui se battent. C'est aussi le retour de l'infanterie, le retour des blindés. L'armée avait beaucoup délaissé un petit peu du point de vue budgétaire aussi et du point de vue de la conception stratégique, l'importance de l'infanterie, des blindés. Et donc aujourd'hui, on est de retour sur le terrain, l'armée d'Israël est de retour sur le terrain. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une très bonne nouvelle pour Israël. Ça veut dire qu'on a réappris à se battre sur le terrain, à se battre dans les villes de Gaza. On n'a plus peur, comme je disais tout à l'heure, et donc il y a un changement à la fois psychologique, stratégique, opérationnel qui est très important. Alors on pourrait qualifier cette guerre, avec tous ces éléments qui se recoupent, une sorte de guerre ontologique en quelque sorte pour Israël et le sionisme, mais une guerre aussi tout à fait décisive pour la planète, pas seulement la région, car comme l'ont dit de nombre de membres du leadership israélien, politique ou sécuritaire, c'est un conflit entre la civilisation et la barbarie en quelque sorte. Oui, c'est aussi un élément bien sûr fondamental de cette guerre, c'est la clarté morale qui l'accompagne. Et ça, c'est sans précédent, je crois, dans l'histoire d'Israël depuis plus de 50 ans. Parce que même la guerre des 6 jours avait été suivie d'un débat, d'une espèce de clivage en Israël entre ceux qui voyaient la libération des territoires et ceux qui voyaient, soi-disant, l'occupation des territoires. Et aujourd'hui, il y a une espèce de consensus là-dessus. Tout le monde a compris que, comme je disais, c'est eux ou nous. Tout le monde a compris qu'effectivement, c'est la guerre du bien contre le mal, la guerre de la civilisation contre la barbarie. Et comme on dit en hébreu, Nafal HaAsimon, y compris d'ailleurs malheureusement chez les gens qui ont été les premières victimes dans les kibbutzim de la Shomer HaTzaïr, qui eux-mêmes croyaient dur comme fer à la coexistence, qui aidaient leurs voisins, qui donnaient du travail à leurs voisins de Gaza, qui les accompagnaient dans les hôpitaux israéliens.
tout ce mythe de la coexistence avec le Hamas, avec Gaza, a volé en éclats. Et effectivement, il y a une espèce de clarté morale sans précédent qui fait que c'est ça aussi qui donne, je dirais, les mains libres à l'armée d'Israël pour mener cette guerre. C'est le fait qu'il y a un consensus national qui est presque univoque, presque unanime. Et ça, c'est évidemment un fait tout à fait important. Avec les semaines qui passent et les combats très difficiles auxquels on assiste, on a l'impression que le leadership politique et sécuritaire dont je parlais, d'ailleurs toutes tendances confondues, le leadership politique et militaire israélien est en train de jouer son va-tout dans cette guerre, parce que les conceptions et les manquements dramatiques du 7 octobre mettent en cause ces leaders, aussi bien par exemple les renseignements de l'armée, des institutions comme le Mossad, comme le Shabak, et aussi évidemment les responsables politiques de toute tendance. On a l'impression que ils sont sincères quand ils parlent de leur volonté d'aller jusqu'au bout et puisque les deux objectifs de la guerre, on les rappelle, c'est enfin les trois que rappelle Netanyahou, c'est faire s'écrouler, anéantir les structures militaires et politiques du Hamas, le retour par la force ou d'une autre manière de ceux qui restent encore kidnappés, et c'est un nombre d'ailleurs assez considérable, et puis comme le rappelle Netanyahou à chaque fois, le fait qu'après la guerre de Gaza, il y aura une nouvelle donne, et on ne mettra pas en place, Israël ne tolérera pas d'abord de faire défendre ses frontières par des forces internationales, et aussi ne tolérera pas que l'autorité palestinienne prenne la place du Hamas. Donc les trois buts de la guerre, mais on a l'impression que leur détermination affichée, elle est liée aussi à la nécessité qu'ont ces leaders non pas de s'excuser, mais de jouer véritablement leur va-tout pour l'après-guerre, dans la mesure où il risque d'avoir un New Deal à la fois politique et sécuritaire. Et donc on a l'impression que c'est à la fois très, très franchement ce qu'ils pensent, mais c'est aussi très intéressé, leur détermination. Intéressé, je dirais que c'est notre intérêt commun, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de clivage. Tout le monde a intérêt à ce qu'on se débarrasse du Hamas, à ce qu'on en finisse avec le Hamas à nos portes, et peut-être aussi dans un deuxième temps le Hezbollah, évidemment. On ne peut pas non plus laisser la menace au nord du Hezbollah. Donc je pense que je dirais que les arrière-pensées de chacun de nos dirigeants n'ont plus vraiment d'importance. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les actes, et les actes, ils sont là. Pendant des années, on s'est bercé de discours. D'ailleurs, Netanyahou lui-même était un grand faiseur de discours, et là, aujourd'hui, il a levé aussi lui-même son propre obstacle psychologique, sans doute, qui tient à son histoire personnelle et familiale, et donc, je dirais qu'il se révèle grandi en tant que chef de guerre, et pareil pour ceux qui l'entourent, et pareil pour Yoav Gallant, et pareil pour Herzi Halevi. Je dirais que les dirigeants israéliens aujourd'hui, quelles que soient les arrière-pensées politiques qu'ils peuvent avoir, ce qui compte, c'est ce qu'ils font sur le terrain, et de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment de reproches à leur faire. Alors, on a l'impression, vous évoquez ça à l'instant, que cette guerre sur le sol de Gaza, qui comme on le disait tout à l'heure, peut-être a terminé sa deuxième phase, mais on est loin d'arriver à la fin, il y a beaucoup de travail encore, et donc on est à mi-parcours peut-être, et on a l'impression que c'est le premier chapitre d'une série d'affrontements qui doivent être assumés par Israël. Vous le citiez vous-même, avec la situation au nord d'Israël avec le Hezbollah, qui est une situation intolérable. Il y a des dizaines de milliers, voire presque des centaines de milliers de gens qui ont dû évacuer une centaine de milliers de gens au nord qui ont dû évacuer leur village et leur kibbutzim, et donc leur moshavim, et on est donc dans un premier chapitre. On a l'impression qu'on a, avec cette riposte enfin justifiée et musclée, que c'est quelque chose qui va être suivi par d'autres affrontements, sans parler de l'Iran, puisque le maître d'œuvre, la tête de la pieuvre de tous ces mouvements, c'est bel et bien Téhéran. Alors comment vous voyez dans le moyen et long terme que les choses peuvent se développer ? Oui, sans vouloir faire de prédictions, parce que c'est un art très difficile et impossible, je voudrais simplement dire que effectivement, on n'est qu'au début, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, et on a besoin de cette espèce je dirais d'endurance, et il faut savoir que, voilà, aujourd'hui on est sorti de l'état d'esprit, la paix maintenant, la sécurité maintenant, la tranquillité. Il y a encore des stations de radio où on nous dit vivement les jours plus calmes. Non, les jours plus calmes, ils ne sont pas pour aujourd'hui ni pour demain, et c'est ça, je dirais, c'est la force d'Israël aujourd'hui, c'est de montrer sa capacité de résilience, et la société civile israélienne est capable d'endurer une guerre longue,
Et effectivement, on ne va pas se contenter d'un cessez-le-feu provisoire comme nous y enjoignent beaucoup d'acteurs internationaux. On ne va pas se contenter d'une situation dans laquelle on reviendrait à la case départ. On ne peut pas vivre. On a compris aujourd'hui on a fini par comprendre, après très longtemps, qu'on ne pouvait pas vivre avec la menace du Hamas à notre frontière. Idem pour le Hezbollah et idem pour l'Iran. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que c'est le moment pour Israël de mener une attaque contre l'Iran, de régler aussi le problème du nucléaire iranien. C'est le moment ou jamais, parce que ça aussi, ça reste en arrière-plan. Donc, effectivement, c'est le moment pour Israël de passer à l'offensive et comme on l'a fait à Gaza, de le faire aussi sur les autres fronts, évidemment au moment opportun. Et moi, je n'ai aucune intelligence sur ce sujet-là, mais effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire ne pas se contenter de demi-mesures, ça veut dire ne pas se contenter de régler le problème du Hamas à Gaza, alors qu'on sait qu'il existe aussi en Judée-Samarie, qu'il y a le Hezbollah au nord et qu'il y a l'Iran en arrière-plan. Donc effectivement, on est dans une guerre longue et sans doute aussi la bonne nouvelle, je dirais, qu'on peut déjà, le premier bilan qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est que Israël est capable de faire face à une guerre longue. Sur tous les plans, à la fois sur le plan de la société civile, sur le plan militaire, sur le plan aussi diplomatique, on a réussi finalement à tenir bon face aux menaces, face aux pressions américaines. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a certains observateurs qui sont très pessimistes là-dessus, qui donnent des analyses très, très pessimistes sur les États-Unis. Moi, je ne partage pas du tout ce pessimisme. Je pense qu'Israël a montré une fois de plus qu'en temps de crise, il est capable de résister aux pressions et qu'on est capable de gérer la pression américaine, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'administration en place aux États-Unis. Une analyse intéressante parue ces jours-ci consiste à dire que la partie qui l'emportera, ne serait-ce que dans ce premier chapitre, qui est déjà pas facile à régler entre le Hamas et Israël, c'est celui dont la population civile affichera justement le plus de résilience. C'est pas seulement sur le terrain avec des moyens militaires que se règle donc la destruction du Hamas, c'est aussi c'est savoir quelle est la population qui acceptera justement d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez ça aussi? Oui, effectivement, et je pense qu'Israël montre qu'il est capable finalement. Après, c'est aussi peut-être un des premiers bilans provisoires de cette guerre, c'est sur le plan sociologique. On a beaucoup parlé de la génération TikTok ou du post-sionisme, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que la société israélienne, eh bien, elle est restée aussi forte et résiliente qu'elle était en 48, qu'elle était en 56, en 67. Elle a cette capacité de résistance. Et lorsqu'on est acculé au mur, eh bien, on se défend à la vie, à la mort. Et effectivement, c'est pas seulement une question militaire, c'est aussi une question de force. Le peuple d'Israël, dans l'adversité, montre des forces qu'on n'avait nous-mêmes pas soupçonnées. On a une capacité de résistance qu'on n'avait nous-mêmes pas soupçonnée. Et ça, je dirais, c'est peut-être la grande nouvelle de cette guerre. Alors, pour terminer sur cet aspect-là, on se souvient du slogan d'Oslo des années qui ont suivi, qui étaient des années très difficiles de division au sein de la société civile israélienne. Et il y avait un des mots d'ordre qui était apparu, qui consistait à dire Am Chazak, aval à manigim chalashim, c'est-à-dire le peuple est fort bien que ses dirigeants soient plus faibles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un certain temps, et justement compte tenu des pressions américaines, malgré tout, on risque de retrouver cet aspect-là, c'est-à-dire que la population et le peuple dans son ensemble serait pour aller jusqu'au bout, mais il y aurait des contraintes qu'imposeraient les dirigeants israéliens? Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, les dirigeants, ils savent que leur avenir est en suspens, leur avenir politique, et donc pour une fois, peut-être dans l'histoire d'Israël, ils vont être obligés d'écouter le sentiment profond du peuple d'Israël, et effectivement, et je dirais, tout ce qui reste encore de l'idéologie post-sioniste, tout cet ethos qu'on voit encore dans les médias ou sur certains plateaux. Oui, voilà. À mon sens, est insignifiant face au sentiment profond qui est à la fois celui de l'arrière et aussi celui des soldats qui sont sur le terrain et qui, eux, exigent que la guerre aille jusqu'au bout. Et je crois que cette exigence ne pourra pas être trahie par les dirigeants d'Israël. Enfin, dernier aspect qui justifierait un entretien spécifique, mais je voulais l'aborder avec vous, ce sont les réactions assez massives du camp pro-palestinien en Europe, dont la France et surtout aux États-Unis. À quoi et à quel genre de facteurs attribuez-vous cette levée de bouclier anti-israélienne, anti-sioniste, en fait antisémite, puisque c'est bien la même chose
aujourd'hui. C'est un des sujets que vous évoquez dans votre dernier livre paru ces jours-ci, L'opacité du monde, un livre d'analyse justement sur la pendule idéologique qui sévit en Occident. Comment vous expliquez cette levée de bouclier en quelques mots, parce que c'est un sujet en soi? Oui, alors pour être très bref sur ce sujet, je dirais que il y a à la fois les vieux réflexes qu'on connaît qui sont pas nouveaux, les vieux réflexes idéologiques, et puis il y a peut-être ce qui est nouveau, je dirais, c'est le fait que les élites intellectuelles, entre guillemets, qui sont plutôt les élites universitaires, qui sont pas forcément les élites intellectuelles, mais elles sont vraiment gagnées par une forme d'incapacité, par une espèce d'opacité morale. C'est un petit d'autisme, en fait. Oui, et c'était frappant de voir ces trois dirigeantes d'universités américaines auditionnés au Congrès, incapables de répondre à la question très simple: est-ce que c'est légitime d'appeler au génocide des Juifs sur le campus américain? Et elles n'ont pas été capables de répondre par oui ou par non. Ce qui montre bien la grande confusion morale dans laquelle baigne une partie du monde occidental et qui contraste avec la grande clarté morale qu'on voit aujourd'hui en Israël. C'est ce qui renforce, ce qui donne à cette guerre aussi son caractère métaphysique, son caractère ontologique, comme vous disiez, parce que effectivement, c'est bien la guerre du bien contre le mal, et le monde entier est appelé à prendre position. Et c'est intéressant de voir comment chacun prend position en fonction de ses propres repères, ses propres critères moraux, avant même de mettre en jeu des critères politiques ou idéologiques. Alors, je reviens sur le titre de l'ouvrage, Face à l'opacité du monde, que vous pouvez vous procurer par différents moyens, par Internet, et puis qui est aux éditions de l'Éléphant, si je ne me trompe pas, par donc Pierre Lurca. Et je recommande cette lecture parce que dans le concert assez chaotique des informations, des médias, de tout ce à quoi on est exposé, prendre quelques heures pour avoir une réflexion de fond, ça renforce aussi. Donc, merci d'avoir écrit ce livre, Pierre, et puis merci aussi d'être venu au studio Qualita. Merci encore aux auditeurs de nous avoir écoutés, et pour dans quelques 15 jours, notre prochain numéro du magazine Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. À bientôt.